Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur Faisal. Donc, pour la qualité d'animation de la première partie de ce soir, donc on va passer maintenant à la deuxième partie consacrée pour les questions-réponses. Donc, vous pouvez poser des questions, quel que soit par rapport au support de formation de ce soir, ou bien par rapport à la norme ISO 45001. Voilà, on va commencer par Madame Nathalie. Vous pouvez activer l'option lever la main pour pouvoir vous donner la parole. On va commencer par Madame Nathalie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame. Bonsoir Nathalie. Merci, vous m'entendez. Je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Nathalie Célèbre Bateau, originaire de la Guinée, actuellement en France, en formation en QHSE, aspirant ici pour la protection de l'environnement avec vraiment des énormes intérêts pour les normes ISO et l'amélioration continue. Je me suis spécialisée cette année en QHSE que je dois débuter en master au cours de l'année 2026-2027, c'est-à-dire l'année prochaine, dans la ville de Bordeaux. Et je veux d'abord remercier l'initiateur de cette formation. Je remercie le groupe tout entier et je remercie Monsieur Faisal vraiment pour la présentation. Et là, je suis vraiment au centre de ce que je recherchais depuis longtemps. Ma question, d'abord, je vais poser quelques questions. La toute première, c'est de savoir est-ce que nous pourrons être en mesure d'obtenir ici le sport, si possible, de cette présentation, de cette première partie de présentation. Et la deuxième question, parlant ici de la norme ISO 45000, quel est le point de divergence avec la norme ISO 9001, qui est la norme de la qualité, du management de qualité? Parce que là, parfois, j'ai un peu de nuance et lors de certains entretiens, il y a des gens qui me font savoir qu'il n'y avait pas assez de différence. Et moi, personnellement, je me dis que c'était vraiment deux normes divergentes qui sont vraiment opposées. Donc, c'était aussi pour profiter de l'occasion, m'effacer cette nuance si possible. Pour le moment, ce sont les deux questions que j'avais. Merci beaucoup Nathalie pour ces deux questions. On va commencer par la première question. Je pense que vous proposez le support de formation, hein, Oui, Nathalie. exactement. Oui, Oui, vous l'aurez. Vous l'aurez, vous allez remplir la fiche de présence et vous d'accord. aurez la fiche. Maintenant, deuxième question, c'est une très bonne question, Nathalie. Quelle est la différence, quelle est la différence entre ISO 9001 et ISO 45001? Et là, Oui, ça dépend de la finalité et du domaine d'application. On va commencer par ISO 9001. ISO 9001, elle est oui, orientée vers la qualité. Elle vise à garantir la satisfaction des clients tout d'abord. Donc, oui, l'objectif de cette norme ISO 9001, elle vise à garantir la satisfaction des clients et la conformité des produits et des services. produits. Maintenant, Oui, si je dis une entreprise certifiée ISO 9001, c'est-à-dire une entreprise qui va démontrer son aptitude à fournir un produit ou un service conforme d'une façon continue, ainsi que ok, l'amélioration continue de ces processus. Donc, l'objectif, d'accord, c'est quoi? C'est de livrer un produit et service fiable, conforme aux exigences et d'optimiser la performance globale de l'entreprise. C'est la 9001. Donc là, d'accord, je répète, la 9001, c'est la performance globale de l'entreprise, fournir un produit conforme, un client satisfait. Là, c'est la ok, 9001. d'accord, La 45001, en revanche, elle est centrée sur la santé et la sécurité au travail. Elle a oui, pour but de prévenir les accidents. Elle a pour but de réduire les maladies professionnelles et protéger les travailleurs. Elle met oui, l'accent sur l'identification des dangers,
l'évaluation des risques et la mise en Oui. place des mesures de prévention efficaces. En D'accord. résumé, ISO 9001 s'intéresse à la satisfaction des clients et la qualité des produits, tandis Oui. qu'ISO 45001 se concentre sur la protection des employés et la maîtrise des risques professionnels. C'est vrai, Mm, les deux normes partagent une structure commune, la structure HLS, ce qui facilite leur intégration dans un système de management global. Donc là, on a des chapitres qui se rassemblent. Là, on va Oui. voir le chapitre, par exemple, le 4, le chapitre 5, le chapitre 6. Si on parle des enjeux internes et externes, si on parle de l'engagement de la direction, si on parle de responsabilité et autorité, si on parle de l'évaluation de la performance, on a des chapitres qui se rassemblent, oui. Mais Oui. l'objectif de chaque norme, il est indépendant. Donc là, première norme, c'est la qualité des produits, c'est le client satisfait, c'est la performance de l'entreprise. Deuxième norme, c'est santé, sécurité, travail, éviter les accidents, protéger les travailleurs. Ok. Est-ce que c'est clair, Nathalie? Oui, c'est bien clair. Et merci. Ma toute dernière question, c'était aussi de savoir, est-ce qu'à la fin de cette formation, si possible, on peut ici obtenir une attestation, si possible? Là, je pense que si Yassine va te répondre par rapport à cette question. Oui, D'accord. en fait, ce Merci. soir, donc, c'est un webinaire d'initiation. Donc, Oui. il n'y a pas d'attestation pour cette séance d'initiation. OK? Oui. Vu le nombre de participants et tout ça, mais pour les participants qui veulent avoir une attestation et tout ça, Oui. vous pouvez s'inscrire à la formation approfondie. Donc, à la fin de ce webinaire, on va présenter donc, en fait l'inscription et le planning. OK? D'accord. Ok. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, Nathalie. Si Mm. on Merci. passe, donc, docteur Mohamed. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur. Voilà, moi c'est Dr Kalo Mohamed depuis la Guinée-Conakry. Et vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette formation. Et avant tout, d'abord, je tiens vraiment à dire d'abord merci au présentateur, au facilitateur, M. Faisal. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Et sans plus tarder, j'ai quelques inquiétudes. C'est par rapport, par exemple, au QCM, que moi j'avais une série de questionnaires. Dès l'entame seulement, ça a été affiché sur mon écran. Bien sûr que j'ai tenté de les répondre. Est-ce que c'est là, quel est au fait l'objectif de ces séries de questionnaires? Mhm. En deuxième lieu, c'est par rapport à la durée de la formation. Est-ce que je peux avoir une idée sur la durée de cette formation? Et enfin, c'est par rapport au support. Est-ce qu'on aura des supports de cette formation? Je vous remercie. Merci, docteur Mohamed. Je vais donc, pour la première question, en ce qui concerne les questions des quiz, en fait, on a lancé le quiz avant le démarrage de notre webinaire. C'est juste en attendant le démarrage de notre webinaire, on a lancé ce quiz-là juste pour partager quelque chose avant le démarrage du webinaire. OK? Voilà, c'est juste en attendant le démarrage, on aimerait bien lancer ce quiz-là. Voilà, vous pouvez, pour avoir une idée. Si vous permettez, Oui, Yassine, en fait, c'est un moyen pour que les participants évaluent leur niveau par rapport à cette norme ISO 45001. Donc là, c'est un quiz d'évaluation des connaissances. Là, on va voir, les participants, ils vont voir quel est le niveau par rapport à cette norme ISO 45001. C'était là cet objectif.
Merci, Monsieur Faisal. Pour la deuxième question, est-ce que vous allez avoir le support? On a déjà répondu à cette question. On va envoyer le support de formation à tous les participants qui ont participé avec nous ce soir, déjà comme convenu. C'est bon, Monsieur Mohamed? Et pour la troisième partie, c'est rester avec Mhm. nous, c'est Mohamed. C'est Monsieur Oui, Issam, il va prendre la parole dans une demi-heure. Il va présenter les détails de toutes les formations organisées par Caray Group, y compris cette formation Lead Implémentaire ISO 45001. La durée, les modalités de paiement, le paiement, les avantages. Restez avec nous. C'est Issam va prendre cette partie-là. voilà. Merci, Monsieur Mohamed. On passe au compte Ndai Ami. Donc, au compte Ndai Ami. Allez-y, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Yassine. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Faisal. Je Bonsoir, vous Ndeye. remercie pour l'initiative et pour les éclaircissements par rapport à cette norme ISO 45001. Donc, c'est énormément un plaisir de participer à cette séance. Donc, je voudrais, Monsieur Faisal, s'il vous plaît, connaître la différence entre l'ancienne version de ISO 45001 et la version et cette version plus récente, en fait, de 2018. Les améliorations qui ont été apportées par rapport à l'ancienne version. Très bien. C'est une très bonne question. Ndeye, c'est une très bonne question. Tout d'abord, ISO 45001, c'est la première version. On n'avait pas avant une norme internationale de santé et sécurité au travail, ISO. Donc on avait une norme, c'est un référentiel, il était un référentiel, qui s'appelle OHSAS 18001. Donc c'est un référentiel et pas une norme internationale, développée avant l'année 2018. Il proposait une approche structurée pour gérer les risques santé-sécurité au travail, mais il restait moins intégré aux autres systèmes de management et moins orienté vers le contexte global de l'entreprise. C'était la norme OHSAS 18001. ISO 45001, cette norme qui est apparue en 2018 et qui a remplacé ce référentiel OHSAS 18001, il apporte plusieurs évolutions majeures. Tout d'abord, on va commencer par la structure commune, la structure HLS, qui est alignée avec les autres normes ISO, comme l'ISO 9001, qui va faciliter l'intégration entre les normes. Donc, le HSAS, il n'a pas cette structure HLS, les 10 chapitres avec les 3 premiers chapitres introductifs, mais uniquement avec la norme ISO 45001, où on a cette structure-là. La norme ISO 45001, on a une prise en compte du contexte de l'organisme et des parties intéressées. Avant, on ne parlait pas de contexte des parties intéressées. Le rôle renforcé de leadership et de l'engagement de la direction dans cette norme. Une approche plus proactive basée sur les risques et les opportunités. Avant, on ne parlait pas de risques et opportunités, et non seulement sur la maîtrise des dangers. Mais maintenant, avec cette norme-là, on parle des risques organisationnels. Dans le HSAS, on parle uniquement des dangers et les risques opérationnels. Dans cette norme, on parle des risques opérationnels et on parle aussi des risques organisationnels. Et, dernier point, une importance accrue de la participation et de la consultation des travailleurs, et surtout les travailleurs non encadrants. Donc là, en résumé, le HSAS, c'est une base solide, mais l'ISO 45001, elle est plus complète, plus stratégique et mieux intégrée, avec un accent fort sur la prévention et l'implication de tous les niveaux de l'organisation.
J'ai répondu à votre question, Day? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Faisal. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, Madame Day. Donc, on passe au suivant. Donc, compte Harold. Il y a un compte Harold. Veuillez activer votre micro. Oui, bonsoir, Bonsoir. merci pour votre présentation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai suivi la présentation. Déjà, j'aimerais savoir, avant ça, vous avez parlé de risque opérationnel et organisationnel. J'ai pas très bien compris la différence. D'accord. D'accord. Donc là, on a deux types de risques. On a les risques, on va commencer par les risques organisationnels. Si je dis risque organisationnel, là, il est abordé au niveau du chapitre 4 et du chapitre 6 de la norme ISO 45001. Par définition, un risque organisationnel, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire, je vais fixer un objectif. Est-ce que je suis sûr que je vais atteindre cet objectif? Je ne suis pas sûr. Là, il y a des facteurs externes et internes qui peuvent intervenir pour m'empêcher d'atteindre ce risque-là. Là, ce sont les risques organisationnels, les facteurs internes et externes Donc, qui si je peuvent... comprends bien, ces risques ne dépendent pas de nous-mêmes, ça dépend de l'environnement. Ça dépend de l'environnement interne et externe. Interne et externe. Là, ce sont les Ok. risques organisationnels. Alors que les risques opérationnels, ce sont les risques de l'opération, ce sont les risques du terrain. Là, on a des équipements, on a des produits qu'on manipule. Là, il y a les dangers. Et là, l'exposition à ces dangers, ça constitue les risques opérationnels. Là, par exemple, on parle de chute en hauteur. Là, on parle d'électrocution. Là, on parle d'agression cutanée. Là, ce sont les risques qui sont relatifs à l'activité opérationnelle. Ce sont les risques opérationnels. Là, on va identifier les dangers qui découlent à partir des équipements, à partir des produits, à partir des installations. Et là, on va voir quels sont les risques associés, les risques bruts. Par la suite, on va évaluer le niveau de maîtrise, on va calculer le niveau de risque, le niveau de risque résiduel. Vous voyez la différence? Là, c'est un risque qui touche à toute Oui, c'est bon, l'organisation. j'ai vu. Et là, c'est le risque qui touche les opérations sur le terrain. Et si on demanderait de classer, par exemple, les risques liés au stress ou au harcèlement, dans quel genre d'évaluation on peut les mettre? Dans une évaluation de danger, comment on pourrait Oui, les intégrer? c'est au niveau des risques Est-ce qu'on organisationnels. peut... D'accord, Oui. d'accord. OK. J'ai une dernière question. Allô? Oui, On, je vous on vous écoute. écoute, allez-y. Ah, d'accord. Quelle est la différence, quelle différence peut-on faire entre lorsqu'un manager qui s'engage pour la sécurité et un manager qui s'implique? C'est-à-dire, lorsqu'il s'engage, dit que voilà, je m'engage de prendre soin de votre environnement et tout, et dire qu'un manager s'implique, qu'est-ce qu'on peut faire comme différence? Si le leader il est engagé, obligatoirement, il va s'impliquer. Donc là, Toujours, on a parlé de cet engagement et on va parler de l'engagement et de l'implication. Il doit adhérer dans ce système-là. S'il n'est pas engagé, il n'est pas impliqué, on ne peut pas réussir un système de management. S'il est engagé, il va fournir les ressources. S'il est engagé, il va établir la politique. S'il est engagé, il va suivre les résultats. S'il est engagé, il va encourager les participants. Il va diffuser la culture.
Donc l'engagement et l'implication de la direction générale, elle est obligatoire pour la réussite de ce système de management. Sans cet engagement, on ne peut pas réussir, on ne peut en aucun cas réussir un système. Je sais que j'ai beaucoup de questions. Est-ce que vous pensez que dans une entreprise où il n'y a pas d'équivalence, c'est-à-dire on ne prend pas en compte la norme ISO 9001 c'est-à-dire la norme 9001 prône sur la 45001, est-ce qu'il est possible que l'entreprise fonctionne normalement? C'est-à-dire il y a forcément un impact, ou bien c'est possible que cette entreprise fonctionne sans qu'il n'y ait de problème? Est-ce que vous pouvez Lorsque répéter la question, Harold? l'entreprise Harold, est-ce que vous pouvez répéter Est-ce la que, question? là, oui, dans une entreprise où on prône plus la production est prioritaire. Oui, Vous comprenez? oui, Oui, je dis dans une entreprise où la production est prioritaire à la oui, sécurité. oui. Est-ce qu'il est possible que cette entreprise émerge? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de prendre, de juste penser à la production et voilà, la sécurité, elle est mise en second plan. Est-ce Non, qu'il est non. obligatoire que ça marche en paix pour évoluer? Impossible. Impossible que qu'elle peut marcher. Donc là, la sécurité, on travaille en sécurité. Donc si on dit, vous avez parlé tout à l'heure de l'engagement. L'engagement, en fait, elle correspond à une prise de position claire et visible, généralement portée par la direction. Donc là, on peut pas privilégier la production sur la santé et sécurité au travail. On doit travailler en sécurité. Il ne faut pas produire, par la suite on va voir la sécurité. Là, on doit travailler en sécurité. Donc c'est la volonté affichée de soutenir cette démarche-là, de fixer les orientations et de définir la politique. On va mettre les dispositions nécessaires. Donc là, c'est stratégique. Stratégique au niveau de la direction. Mais on ne peut pas séparer la production au détriment de la santé et sécurité au travail. On doit travailler tout le temps en sécurité et en respectant les dispositions de sécurité qui sont mises en place. Ok. D'accord? C'est bon, merci. D'accord, d'accord. Donc, si on ne va pas mettre en place les dispositions, les consignes, si on ne va pas remonter les situations dangereuses, si on va pas participer aux analyses des risques, donc là, on ne peut pas assurer la sécurité. Toujours, D'accord. il faut produire, mais en respectant les dispositions de sécurité. Il ne faut pas produire, par la suite, on va voir la sécurité. Non, c'est fonctionne en même temps, les deux, sécurité et production. D'accord. Merci. D'accord? D'autres questions? Ok, merci, Monsieur Harold. Donc, il y a une question dans LinkedIn posée par Monsieur Youssef. Euh, Par où commencer concrètement l'implémentation de l'ISO 45001 dans une entreprise? D'accord. Une très bonne question. Très bonne question. Si on va mettre en place ISO 45001, la première des choses qu'il faut faire, un, il faut définir notre mission et notre vision. Où on veut y aller. Où on veut y aller. Quelles sont les orientations stratégiques? Par la suite, par rapport à ces orientations stratégiques, on va revenir à notre organisation, à notre terrain. Et on va voir quels sont les facteurs qui vont nous aider à atteindre cette orientation stratégique. Quels sont les facteurs qui vont entraver l'atteinte de ces objectifs. Et là, on va les appeler les risques et les opportunités. Par la suite, nous allons identifier les axes stratégiques que nous avons travaillé là-dessus. Par la suite, nous allons passer au terrain. Nous allons commencer à identifier atelier par atelier. Nous allons commencer à identifier les dangers et les risques opérationnels associés.
Puis on va passer à évaluer les risques bruts pour prioriser nos actions. Et nous allons passer à évaluer le niveau de maîtrise pour voir les risques résiduels qui ne sont pas tolérables. Maintenant, nous connaissons nos risques résiduels non tolérables. Nous connaissons nos risques organisationnels. Nous connaissons nos orientations stratégiques. On va établir notre politique santé et sécurité au travail. Par la suite, à partir de cette politique, on va identifier et on va déterminer nos objectifs. Nos objectifs qui vont être déployés au niveau de nos processus. Et chaque pilote de processus va préparer un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Par la suite, il va mettre en œuvre ce plan d'action. Il va suivre l'atteinte des objectifs. Il va surveiller. Si jamais l'objectif n'a pas été atteint, il va évaluer, analyser les causes et entreprendre les actions nécessaires. Si jamais maintenant, tous les pilotes des processus vont travailler sur les objectifs qui découlent de la politique et la politique qui découle des enjeux internes et externes. Ça veut dire, donc, tous les pilotes des processus vont travailler sur le contexte général de l'entreprise. Et là, certainement, il y aura une amélioration de la performance santé et sécurité au travail de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Faisal. Euh, donc, on passe à Monsieur ou Madame Jimmy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour la parole. C'est monsieur Jimmy depuis la République démocratique du Congo. La première question, je crois, c'est celle qui vient d'être posée et répondue. J'avais aussi besoin de savoir comment commencer, par où commencer concrètement pour l'implantation d'ISO 45001 et j'étais satisfait de cette réaction. Ma deuxième question, c'est comment adapter la norme à une entreprise locale. Par exemple, usine agro-industrielle, excusez-moi pour la tautologie, comment adapter la norme à une entreprise locale, une usine, une agro-industrie, un chantier. Ma deuxième question, comment développer une vraie culture sécurité dans l'entreprise. Troisième question, comment gérer les travailleurs qui ne respectent pas les consignes. Donc voilà mes trois petites questions. Si je peux avoir de l'éclaircissement là-dessus, parce que j'ai vraiment des casse-têtes par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup sur les questions, la qualité de ces questions. Comment adapter une norme à une entreprise locale? Et là, il ne constitue pas, il faut traduire les pratiques simples, réalistes et adaptées au terrain. D'abord, OK. comme j'ai dit, il faut partir de la réalité de l'entreprise. Tout d'abord, il faut voir la taille, l'activité, quels sont les moyens disponibles, quel est le niveau de maturité. Par exemple, une petite structure n'a pas besoin d'un système lourd. L'essentiel est de garder l'esprit de la norme. C'est la prévention, l'amélioration continue, la participation, sans complexifier inutilement. Ensuite, il est important d'identifier les risques réels du terrain. Par exemple, dans une industrie agroalimentaire, les priorités seront différentes d'un chantier ou d'un bureau. L'analyse des dangers doit être concrète, basée sur les situations de travail quotidiennes et non pas sur les documents théoriques. La norme doit aussi être appropriée par le personnel. Cela passe par des consignes simples et compréhensibles, une communication accessible, implication des opérateurs dans l'identification des dangers et proposition des solutions. Et le rôle ici, M. Jimmy, de la direction reste déterminant.
Un engagement visible, même avec des moyens limités, donne du sens à la démarche et favorise l'adhésion. Donc, il faut privilégier une approche progressive. Commencer par les actions prioritaires. Les risques, il faut commencer par les risques critiques. Mettre en place des outils simples, des checklists, des remontées des incidents, puis améliorer progressivement. Et là, c'est la réponse par rapport à la première question. Deuxième question, comment améliorer la culture santé et sécurité au travail? Là, j'ai montré tout à l'heure la courbe de Bradley. On peut utiliser cette méthodologie pour améliorer et pour passer d'un niveau à un autre. Et là, c'est par la sensibilisation, par l'implication, par l'observation. On a des checklists pour mesurer le comportement sécurité, par donner l'exemple, par la gestion de l'exemplarité. Il faut être exemplaire. Si je ne fais pas, si je suis un directeur et je ne porte pas les CPI, je ne peux pas demander mes collaborateurs de porter les équipements de protection individuelle. Je dois commencer, je dois donner l'exemple, le bon exemple pour pouvoir améliorer la culture santé et sécurité au travail. Maintenant, comment je fais si quelqu'un ne respecte pas les dispositions de sécurité? Tout d'abord, il faut commencer par sensibiliser. Il faut commencer par observer. Il faut commencer par poser la question pourquoi il ne porte pas. Et là, cette norme-là, il y a un point très positif dans cette norme-là. Il y a tout un chapitre qui parle de la consultation et la participation des travailleurs. Et là, c'est nouveau. C'est un nouveau chapitre. Maintenant, si un opérateur ne porte pas ses EPI, pourquoi il ne porte pas? Peut-être les EPI ne sont pas appropriés. Donc, la norme ISO 45000 exige, lorsqu'on va acheter les équipements de protection individuelle, on doit faire participer ces travailleurs dans les achats et dans la sélection des EPI. Donc là, c'est un point. Deuxième point maintenant, deuxième point, il faut être sensibilisé. Maintenant, si un employé ne porte pas des bouchons à oreille, peut-être parce qu'il ne connaît pas quels sont les impacts de la non-port des EPI, là, il faut le sensibiliser. Il faut le former. Par la suite, on doit se fixer un objectif par rapport au respect de ces dispositions. Et on va calculer le taux de respect, le taux de port des EPI. Et on va commencer à améliorer cet indicateur petit à petit jusqu'à qu'on arrive à 100%, le taux de respect de 100%. Mais faites attention, on ne peut pas arriver à 100% dès le début. Là, c'est un travail. L'essentiel, là, on parle dans la norme ISO 45000, on parle de l'amélioration continue. Donc, c'est quoi l'amélioration continue? Donc là, on doit mettre en place les dispositions, on doit mesurer, on doit surveiller, et si jamais l'objectif n'est pas atteint, on doit analyser les causes, entreprendre des actions correctives et agir en conséquence. Doucement, on peut améliorer l'adhésion des employés dans cette démarche de santé et sécurité au travail et on peut améliorer notre performance santé et sécurité au travail. 3. J'ai dit au début de la présentation qu'aujourd'hui, il y a de la réglementation partout dans tous les codes du travail. Là, on a une exigence réglementaire que l'employeur doit fournir les dispositions de maîtrise nécessaires, les équipements de protection individuelle nécessaires. Et là, pour l'employé, il a l'obligation de porter. Sinon, s'il ne porte pas, là, elle est considérée comme étant une faute grave. Et là, on peut, au dernier recours, passer aux mesures disciplinaires. Et là, on a le contexte, on a le Code du travail, on a la réglementation qui exige
le port des EPI et le respect des dispositions de sécurité que nous avons mis en place. OK, Jimmy? Merci beaucoup, Monsieur Faisal, pour avoir répondu à mes préoccupations. Je suis satisfait de cette réponse. Merci beaucoup. Merci, Jimmy. Merci, Monsieur Jimmy. Merci beaucoup. On passe le compte Arabie. Donc, on compte Il Boudi Rue, Arabie. Allez-y, Bonjour, bonsoir. bonsoir en fait. Est-ce que vous arrivez à Bonsoir. m'entendre? Bonsoir. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Puisqu'en fait, il y a un bruit autour de moi. Oui, maintenant, oui. D'accord. En fait, en tant que responsable HSE, je vois en fait que le premier défi, c'est réduire les incidents ou bien les accidents. D'accord? En fait, quand j'interviens à l'entreprise en tant que responsable HSE, mon premier défi, ça serait effectivement de réduire les accidents et en fait améliorer en fait la situation des dangers au niveau de l'entreprise. En fait, au bout de votre présentation, là, j'ai constaté que vous parlez des incidents et des accidents et vous citez également les rapports des accidents et incidents. Euh, Pourtant, il y a plusieurs candidats, je pense, et plusieurs personnes qui n'arrivent pas à différencier entre les accidents et les incidents. Moi, je veux bien vous me éclaircir des idées sur la différence entre les accidents et les incidents et comment rédiger un rapport bien détaillé des accidents et des incidents. Est-ce qu'en fait, on a, on a chaque en fait, on doit rédiger un rapport pour un accident, on doit rédiger un rapport accident à part. Et pour un incident, on doit rédiger également un rapport d'incident. Ou bien on peut assembler, en fait, on peut présenter un exemplaire qui rassemble les incidents et les accidents. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité de la question, la différence entre un incident et un accident. Très bonne question. C'est essentiel en santé, sécurité au travail de comprendre quelle est la différence entre un incident et un accident. En fait, un accident, c'est un événement qui entraîne des conséquences réelles, blessures, atteinte à la santé, dégâts matériels ou arrêt du travail. Il y a donc un dommage constaté. Là, c'est un accident. Un incident, c'est un événement qui aurait pu causer un accident, mais sans conséquences graves ou sans dommage. On parle souvent de presque accident, near miss. Par exemple, par exemple, une personne glisse et se blesse. Là, c'est un accident. Une personne qui glisse, mais n'a pas tombé, c'est un incident. Donc, l'intérêt de cette distinction est stratégique. Les incidents sont des signaux d'alerte. Et là, dans la formation, on va voir en détail le pyramide de Bird. Le pyramide de Bird. Les analyser permettent d'agir avant qu'un accident ne se produise. Donc, l'accident se produise si on a beaucoup de presque accidents. Donc là, l'accident, là, on a un dommage réel. L'incident, pas de dommage, mais le risque, il est potentiel. Donc, l'organisation performante ne se limite pas à traiter les accidents. Et là, on va le voir sur la présentation de courbe de Bradley, c'est réactif. Il agit que lorsqu'il y a des accidents de travail. Non, une organisation performante ne se limite pas à traiter les accidents, elle exploite surtout les incidents pour renforcer la prévention. Et là, généralement, dans le reporting, dans le remonté, on a un rapport d'accident de travail
et on a un rapport de presque accident. Et donc, sur le rapport de presque, c'est normal, le rapport de l'accident de travail, il est beaucoup plus détaillé, parce que là, on va décrire l'accident de travail, les témoins, les causes, les actions collectives engagées. Et sur le rapport de presque accident, on va encourager les employés pour la remontée des presque accidents. On va analyser les causes potentielles et on va agir en conséquence pour empêcher que le presque accident passe à un accident. D'accord? Là, dans la formation, là, on va voir en détail les 4 niveaux de courbe de Bradley et on va expliquer très bien comment on peut passer d'un niveau à autre. Et on va voir aussi la pyramide de Bird et comment le nombre élevé de presque accidents aboutissent à des accidents. Des accidents moins graves et l'ensemble d'accidents moins graves, ils aboutissent à un accident grave et un ensemble d'accidents graves, ils aboutissent à un accident mortel. Et là, l'objectif, c'est de travailler sur les presque accidents pour éviter les accidents de travail. Travailler sur les incidents pour éviter les accidents de travail. C'est bon, Monsieur Arabi? Vous pouvez activer votre micro de nouveau. Sinon, vu la contrainte du Oui, temps, en allô, fait, oui, 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 c'est oui. bon, la réponse, c'est bon? C'est clair? Oui, oui, j'ai une autre question à vous poser si ça vous arrange. Ok, rapidement, vu la contrainte du temps, en fait, il reste 13 minutes. D'accord. C'est juste en fait pour différencier entre les causes immédiates et les causes racines. Comment on arrive à différencier entre ces deux équivalents Les causes immédiates, et les causes racines? Parfois, en fait, on n'arrive pas à faire la différence. d'accord. Très bonne question aussi. Bonne question. Donc, si on parle de cause immédiate, c'est la raison directe et visible de l'accident ou de l'incident. Ce qui, en fait, c'est ce qui s'est produit juste avant l'événement. Est souvent lié aux actes dangereux, le non-respect, par exemple, d'une consigne, une condition dangereuse, sol glissant. Alors que la cause racine, en revanche, c'est la cause profonde, souvent organisationnelle ou systémique. Là, on va faire la différence entre une correction et une action corrective. Quelle est la différence entre une correction et une action corrective? Une correction, c'est une action entreprise pour enlever les symptômes du problème, les symptômes, les causes directes. Là, on parle d'une correction. Alors qu'une action corrective, c'est une action entreprise pour éliminer les causes de la non-conformité afin d'empêcher la réapparition. Donc là, on pense aux causes indirectes. Si on parle de causes profondes, c'est les causes qui découlent d'une analyse des causes. Donc là, on va agir sur les causes racines, la cause profonde. Et généralement, les causes profondes, ce sont organisationnelles ou systémiques qui expliquent pourquoi la cause immédiate a existé. Elle répond à la cause pourquoi cela a-t-il été possible. Exemple, absence de formation, une procédure inexistante, défaillance de management. OK? Par exemple, si vous voulez que je donne un exemple, une personne qui glisse sur un sol mouillé, cause immédiate, sol non signalé. Cause racine, absence de procédure de nettoyage,
au manque de sensibilisation. Donc, les causes immédiates, ce qu'on voit, les symptômes. On agit sur les symptômes. Et là, on parle de correction. Les causes racines, ce qu'il faut corriger. Origine réelle, c'est l'action corrective. OK? Donc là, il faut retenir la différence entre une correction, c'est une action entreprise pour éliminer une non-conformité détectée, les symptômes de la non-conformité, l'apparence. Une action collective, c'est une action entreprise pour éliminer les causes de la non-conformité. Pourquoi? Afin d'empêcher la réapparition. Et là, on peut utiliser beaucoup de moyens pour analyser les causes, les Chikawa, les 5 pourquoi, pour trouver la cause et pour trouver la cause profonde. OK? C'est bon, Monsieur Arabi? Ok, merci pour votre réponse. Merci à vous. Merci. On passe compte Hachim. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je m'appelle Hachim Bouanga et je viens du Congo-Brazzaville. Alors, en suivant l'introduction, j'ai noté ceci. La norme dit que je dois évaluer la nécessité d'une action corrective. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il existe des cas où une non-conformité ne nécessite pas d'action corrective? Et comment je justifie ce choix devant un auditeur? Merci. Très, très bonne question, Hachim. Très bonne question. Une action qui ne nécessite pas une action collective, si cette action n'a pas d'impact sur la santé et sécurité au travail. Là, vous pouvez justifier devant un auditeur en fonction de l'impact de la non-conformité sur la santé et sécurité au travail. On est sur un système de management de santé et sécurité au travail. Et là, on est en train de mettre en place des dispositions pour protéger la santé et sécurité du travail. Maintenant, si on a une non-conformité où l'impact n'est pas significatif ou n'est pas potentiellement significatif, là, on peut se dire que là, ce n'est pas nécessaire d'entreprendre une action collective. Une correction, ça suffit parce que ça ne nécessite pas une action collective. Donc, ça dépend de l'impact de la non-conformité sur sur l'action. C'est bon, Monsieur D'accord? Hachim? Oui, monsieur, bon, si je ne veux pas m'abuser, est-ce que je peux avoir un exemple par rapport à ce paradoxe, monsieur? Un exemple, bon, ça dépend de la non-conformité. C'est quoi, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de non-conformité réelle, mais simplement une observation, une opportunité d'amélioration, par exemple, un problème qui est ponctuel et son impact significatif ne nécessite pas une action structurée. Une correction immédiate peut suffire. Ou bien la cause déjà traitée ou maîtrisée par un dispositif existant efficace. Ou bien que l'analyse montre qu'il n'y a pas de risque de récurrence. On n'a pas un risque de récurrence ou que le niveau de risque il est acceptable. Donc là, on peut ne pas entreprendre une action corrective. Par exemple, je veux vous donner un exemple. Euh, vous êtes dans un système de management, vous êtes le responsable HSE. Et vous avez une documentation, et vous dites que vous allez classer les archives les checklists, par exemple, que vous avez utilisées dans la salle d'archives, dans une boîte d'archives où vous allez mentionner sur la boîte d'archives checklist sécurité. Là, c'est une exigence interne. Un auditeur a trouvé que vous avez classé vos documents dans une boîte d'archives
et vous n'avez pas mentionné sur la boîte d'archives, archives sécurité ou bien checklist sécurité. Est-ce que c'est une non-conformité, Hachim? Hachim, est-ce que c'est une non-conformité? Non, je ne pense pas que ça soit une non-conformité. Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas? C'est quoi une non-conformité, Hachim? Une non-conformité, c'est une non-satisfaction à une exigence. Donc, vous avez une exigence interne qui dit le classement des archives de sécurité, il faut le garder dans la salle d'archives, dans des boîtes d'archives, où vous devez identifier vos boîtes d'archives. Donc, j'ai trouvé que les boîtes d'archives ne sont pas identifiées. Donc, c'est une non-conformité. Ah oui, je comprends. Je D'accord? comprends là. Oui, oui. Maintenant, c'est une non-conformité. Quel est l'impact maintenant de cette non-conformité sur la santé et sécurité au travail? Est-ce que là, il faut analyser les causes, entreprendre des actions collectives? Donc, l'impact, il n'est pas significatif. Donc, c'est pour cette raison une simple correction. Donc là, on va identifier les boîtes d'archives. Ça suffit pour dire que ça y est, j'ai clôturé la non-conformité. OK, Achille? Exactement. Oui, merci beaucoup. Merci pour la réponse. Merci. Merci, Merci à Achille. vous. On passe sur le compte live. Bonsoir. Allez-y, vous pouvez activer votre micro de nouveau. Allez-y, bonsoir. Ok. Moi, c'est Laïkaba. Je suis responsable HSE AF sur le site de Anglo Gold Ashanti de Sigiri en Guinée. Je suis originaire de la Guinée également. En fait, monsieur, dans votre introduction tout à l'heure, j'ai noté que vous avez dit que la direction est le moteur de toute politique HSE dans une entreprise. Et effectivement, tel est le cas. Maintenant, je déplore quelque chose, je reste sur ma faim par rapport à une situation. Parfois, vous arrive d'être en face de certaines directions qui ont vraiment du mal à se mettre dans les normes. Parfois, vous allez voir dans la quête d'un projet ou pour avoir un marché, les gens écrivent toutes les belles choses qu'il faut pour juste décrocher un projet. Mais alors qu'en réalité, sur le terrain, tel n'est pas le cas. Et on vous engage, vous, comme responsable ou superviseur HSE, voulant appliquer les normes. Parfois, toutes les procédures sont là, efficaces, mais l'application fait défaut par, à cause de la non-implication effective de la direction. Donc, je voudrais m'appuyer ici sur la grande expérience de Monsieur Faisal pour savoir s'il y a des voies et moyens afin parfois de nous permettre de tordre le bras à la direction afin de les ramener à la norme, sans pour autant se mettre à mal avec la direction, sans pour autant se mettre à dos la direction. Parce que quelquefois, j'en ai vécu, on arrive même à mettre son emploi en danger. Parce que la direction, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est d'accord, reste le moteur de santé politique, comme on appelle santé sécurité au travail. Et si un jour on peut espérer que les normes évoluent jusqu'à donner des voies et moyens légales ou des mécanismes courts qui peuvent donner un certain pouvoir, un certain levier aux responsables HSE ou même aux simples agents HSE de porter la main parfois aux différentes directions afin de pouvoir appliquer certaines normes. Je vous remercie. Merci, Laïe, pour la question. L'absence de l'engagement de la direction n'est pas un simple détail. Dans une démarche comme l'ISO 45001, c'est un point critique. Vous parlez d'un point critique. Sans leadership, le système reste formel et peu efficace. Mais qu'est-ce qu'il doit faire le responsable HSE? N'est pas pour autant bloqué, il peut agir de manière structurée. Donc là, il peut entreprendre quelques actions. D'abord, pour un responsable HSE, il faut commencer à sensibiliser la direction
avec des éléments concrets, pas uniquement des exigences normatives. Il faut parler leur langage. Et là, c'est un point capital. Il ne faut pas dire que, voilà, la norme exige, la norme a dit. Non. Il faut parler leur langage. Il faut parler du coût des accidents. Il faut parler des arrêts de travail. Il faut parler de perte de production. Il faut parler de l'indemnisation. Un. Deux, il faut parler de risques juridiques et image de l'entreprise. Il faut parler de l'impact sur la performance globale. Ensuite, il faut s'appuyer sur des faits internes, des incidents, sur des quasi-accidents, sur des situations dangereuses. Un retour d'expérience bien présenté a souvent plus d'impact qu'un discours théorique. Le HSE aussi peut commencer par des actions à forte valeur ajoutée et visible. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par traiter les risques critiques. Il faut améliorer les situations concrètes sur le terrain. Il faut impliquer les équipes opérationnelles. Et cela va permettre de créer une dynamique positive et de démontrer que la sécurité n'est pas une contrainte, mais c'est un levier de performance. Parallèlement, il est très important de formaliser et tracer, signaler les besoins non couverts, remonter les alertes, documenter les risques liés au manque d'engagement. Enfin, il faut chercher des alliés internes. Par exemple, les gens de la production, les gens de maintenance. L'implication collective peut progressivement influencer la direction. Donc, si je résume, le HSE ne doit pas subir, mais convaincre par les faits. Il doit démontrer par les résultats et construire progressivement l'adhésion. Cependant, il faut rester lucide, hein. Sans l'engagement réel de la direction, un système de management ne peut pas atteindre son plein niveau d'efficacité. Là, il faut le faire. Il faut faire ses essais pour responsable HSE. Mais si jamais il n'arrive pas, sans l'implication, on ne peut jamais arriver à la performance en matière santé et sécurité au travail. OK? Merci, Monsieur Faisal. Donc, il reste trois questions. Donc, on va consacrer 2 minutes pour réponse rapide pour chaque question vu la contrainte du temps. Donc, on va commencer par Monsieur Moukaram. Oui, bonsoir à tout le monde. Et moi, c'est Bonsoir. Moukaram Soutondi. Et je suis heureux d'avoir suivi cette initiation et d'introduction à cette formation aujourd'hui, et depuis le Bénin. Et je suis responsable HSE aussi, donc ça me concerne beaucoup. Et je rejoins un peu la question de M. Layé, qui parlait de l'importance de la direction. Et moi, dans mon cas, c'est que et malgré le fait de se mettre dans la peau de la direction, on suppose qu'il y a un cas d'accident et qu'ils veulent mettre la responsabilité sur le dos de l'accidenté. En tant que responsable HSE, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce qu'il y a lieu d'expliquer concrètement à la direction pour que ça soit pour que ça intègre forcément le système de management en sécurité au travail. Donc, moi, c'est ma question principale et ça cause beaucoup de problèmes dans les entreprises locales aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi un frein dans le métier de HSE. Et je crois que si, durant toute cette formation, si on peut avoir une idée claire de ce qu'il faut faire en termes de sensibilisation, en termes d'action à prendre,
Et pour que cela se corrige de façon progressive, ce serait bien. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. Bien que j'ai répondu à une partie de la question, mais par rapport à l'engagement de la direction, j'ai dit qu'il faut se mettre, il faut parler leur langage. Mais là, j'ajoute, la responsabilité de la direction en cas d'accident de travail est un principe central dans la logique de l'ISO 45001. Là, la direction n'est pas responsable au sens de porter seule la faute, mais elle est responsable de la mise en place du maintien du système de prévention efficace. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le Code du travail, la réglementation exige que l'employeur doit mettre toutes les dispositions nécessaires pour protéger la santé et sécurité des travailleurs, de leurs collaborateurs. Cela signifie qu'elle doit garantir que les conditions nécessaires existent pour éviter les accidents de travail. Donc là, cette responsabilité, il faut définir une politique de santé et sécurité au travail, il faut fournir les ressources nécessaires, il faut évaluer les risques, il faut mettre en place les mesures de prévention et il faut encourager la remontée des incidents et les situations dangereuses. Et là, l'objectif n'est pas de chercher un coupable, mais de comprendre les défaillances du système. Parce que Voilà. la direction, elle est à la responsabilité globale de la prévention et n'est pas le HSE. C'est la direction. Et chaque accident est souvent le résultat d'un défaut de maîtrise du système de management plus que d'un simple acte individuel. Donc là c'est très important. La question que vous posez, elle est très importante. Parce que là, il faut partir de la réglementation et que la direction, elle assume la responsabilité de la défaillance en cas d'accident de travail grave. OK? Donc là, on a les deux volets. On a le volet de mettre et de parler leur engagement et les accidents de travail et les coûts des accidents de travail. Et deuxième point, le point de la réglementation et la responsabilité de la direction en cas d'accident de travail grave. OK? Parler le langage, parler le langage, il faut parler de l'argent, du coût des accidents, des pertes de production, de l'indemnisation et parler des risques juridiques et l'image de l'entreprise. Je pense que ce sont les deux moyens qu'un responsable HSE peut utiliser pour convaincre la direction et pour essayer d'impliquer la direction générale dans la démarche santé et sécurité au travail. Ok, merci beaucoup, Monsieur Faisal. Merci, Monsieur Moukaram, pour la question. Euh, on passe au compte, donc le suivant, Zigri du OKI. Allez-y. Allô, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, parfaitement, oui. D'accord, très bien. Je salue la pertinence des réponses de l'expert. Ma question est la suivante. Je suis dans une entreprise en tant qu'assistant QHSE. L'entreprise est en démarche qualité, une démarche de certification ISO 9001 version 2015. Et là, on a un processus dédié au HSE. Et je constate un objectif au niveau des HSE, garantir zéro accident de travail. Je veux savoir, est-ce que c'est pertinent, cet objectif? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Merci. L'objectif par rapport aux accidents de travail,
ne peut être que cet objectif. Zéro accident de travail. Le D'accord. zéro accident, aujourd'hui, n'est pas un slogan. C'est un objectif atteignable. On ne peut pas vous dire on veut faire 50 accidents de travail ou on veut Mhm. réduire de 50 à 40 accidents de travail. L'objectif ne peut être que zéro accident de travail. Mais aujourd'hui, si on a Mhm. beaucoup d'accidents de travail, on peut commencer à travailler sur des cibles. L'objectif, il est zéro accident de travail. Mais Mhm. on va zéro accident de travail, peut-être après 2 ans, 3 ans, on peut arriver à zéro accident de travail. Mais on va travailler parce que pour cette année, par exemple, si on était à 80 accidents de travail pour cette année, je vais dire ma cible pour cette année, c'est de diviser les accidents de travail sur deux. Mhm. Donc, je vais commencer par diviser chaque année, diviser les accidents de travail. Donc, passer de 80 à 40 accidents de travail pour cette année. D'accord. L'année D'accord. prochaine, diviser sur deux. L'objectif, c'est zéro accident de travail. Je ne peux Mhm. pas fixer un objectif autre que zéro accident de travail. Et toujours utile, et là on va le voir au niveau de courbe de Bradley, que le zéro accident, si on est au niveau au stade 4, là on va être convaincu que le zéro accident de travail, ce n'est pas un slogan, c'est un objectif atteignable. D'accord. D'accord, ça Ok. marche. Merci, merci, monsieur. Merci à vous. Merci Ok. à vous, merci pour la question. On va finir avec Monsieur Richard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, je m'appelle Cheikh Richard et superviseur assesseur dans le secteur BTP. Donc, c'est un honneur de faire partie de cette formation, de participer à cette formation et merci à Monsieur Faisal et les autres acteurs. Donc, ma question est, je suis actuellement en licence 3 et très intéressé par la certification QACC. Est-ce qu'un profil comme le mien peut accéder à une certification lead implémenteur ou faut-il obligatoirement une expérience terrain significative? Et ma deuxième question, c'est pour les entreprises sous-traitantes. On constate souvent que les sous-traitantes respectent les consignes en surface, mais que la culture sécurité n'est pas toujours intégrée. Quelles sont, selon vous, les meilleures pratiques pour développer une vraie culture sécurité chez les sous-traitants? Merci. Merci, Richard. Là, c'est un grand sujet pour le travail des prestataires externes ou bien les sous-traitants. Et on va le voir au niveau de la formation qualifiante. Là, on a tout un chapitre qui parle des intervenants extérieurs. Et là, on va mettre toute une démarche pour s'assurer que les prestataires externes respectent les dispositions de sécurité au niveau de l'entreprise. Et là, c'est un problème, hein. Là, comment? Là, on va voir ensemble comment amener un prestataire externe à respecter les exigences santé, sécurité au travail de l'entreprise. Là, il y en a beaucoup de moyens. Commençons par l'engagement sécurité avant de sélectionner votre prestataire externe. Passons par le contrat où on va mettre en place des clauses se rapportant à la santé et sécurité du travail, des clauses de pénalité en cas de non-respect des dispositions de sécurité. Passons par le plan de prévention. Avant d'entamer les travaux, il faut travailler sur un plan de prévention établi entre l'entreprise et le prestataire externe. Passons par le safety induction. Le safety induction et l'évaluation après le safety induction par le prestataire externe. Et si jamais il ne réussit pas cette évaluation, vous devez refaire le safety induction. Passons par le BBS, les programmes BBS. Donc là, passons par la surveillance des prestataires externes au cours des travaux. Passons par l'évaluation des prestataires externes après finalisation des travaux. Là, on a
tout un ensemble de dispositions qu'on peut mettre en place pour obliger le prestataire externe à respecter les dispositions de sécurité, santé et sécurité au travail de l'entreprise. 1. Par rapport à la première question, on va suivre Lead Implementer ISO 45001. Est-ce que je serai capable de gérer, de manager le santé et sécurité au travail au niveau du terrain? Là, on va commencer cette formation par le niveau 0, par le niveau débutant. On va aller doucement dans cette formation. On va lire les exigences, exigence par exigence. Par la suite, on va prendre un scénario d'une entreprise et on va essayer de travailler ensemble, de préparer la documentation nécessaire pour la mise en place d'un système de management de santé et sécurité du travail complet. On aura besoin peut-être de travailler à domicile, en groupe, et on corrige la séance d'après pour apprendre comment convertir les exigences de la norme en dispositions formalisées. De plus, je vais vous aider, je vais vous envoyer quelques documents qui vous seront très utiles par la suite dans vos travaux et dans votre travail de la démarche de la mise en place de cette norme ISO 45001. OK? Excellent. Voilà, je pense Merci que beaucoup. j'ai répondu à toutes les questions et Oui, je cède la merci parole beaucoup. à Sia Issam peut-être pour la partie présentation des formations.